Merci beaucoup et aussi pour ce bel exemple d'intercompréhension. Et je passe la parole donc à Martine Dérivry, qui va nous parler de reconceptualiser le curriculum des langues et en langue. Je vais rebondir sur cette présentation, mais aussi on va voir, je pense, tout le fil directeur de cette table ronde. Donc là, j'essaie de trouver mon PowerPoint. Voilà. Et je vous prie d'excuser donc l'absence de mon collègue Pierre Escudé, qui ne peut pas malheureusement être parmi nous aujourd'hui. Mais nous avons fait donc cette présentation en commun. Et je vais essayer de vous proposer une reconceptualisation du curriculum des langues. Donc c'est toutes les langues, aussi bien dites maternelles que langues dites étrangères, et en langue, puisque toutes les matières, toutes les disciplines se délivrent au moyen d'une ou des langues. Donc très rapidement, je brosserai le contexte global, international, l'idée de penser donc les langues et en langue, avec 4 propositions, et puis en conclusion, donc une architecture pour un nouveau curriculum. Alors le contexte d'ensemble, eh bien, on en a parlé beaucoup, et je crois qu'il se focalise sur 2 notions très très fortes, qui sont la mondialisation d'un côté. Donc cette mondialisation, c'est généralement tout le discours économique néolibéral, de commodification, de marchandisation des langues qui deviennent des produits, les enseignants de langue également. Et puis de l'autre côté, on a ce discours de la mondialité qui est un terme que j'emprunte à Édouard Glissant et qui nous dit que le monde est pluriel, l'humaine condition est diverse, et il y a un discours donc humaniste de dialogue qui s'oppose quelque part à ce rouleau compresseur néolibéral. Alors, nous avons bien ce monde multilingue, ça c'est ce que les sociolinguistes nous disent depuis l'origine. Nous sommes dans un monde où différentes langues s'expriment, et on peut donc raisonner au niveau du monde, des différentes langues, et aussi réfléchir au niveau des individus qui sont tous porteurs de répertoires plurilingues différents. Donc les langues, l'enseignement des langues s'est construit avec le développement des États-nations et d'une idéologie monolingue très très forte, que l'on peut résumer par un peuple, une langue, une nation. Donc ça a été très très fort au XIXe siècle, ça l'est toujours au XXe siècle et maintenant, et on a cette idéologie monolingue, qui a des conséquences, puisque l'enseignant de langue, généralement, il est catégorisé en natif, non natif, donc avec des représentations très très sociales très très fortes entre qui serait le meilleur, l'enseignant natif ou non natif, mais cette binarité est vraiment constitutive de cette idéologie monolingue. Qui reste toujours très très forte. Alors, Internet actuellement, les TIS, etc. Les voyages aussi qui sont low cost, mais aussi des voyages qui sont un peu forcés avec les migrations. En tout cas, tous ces éléments-là, me semble-t-il, brouillent la territorialisation des langues. On peut très très bien, un japonais, s'exprimer en français avec un anglais sur Internet. Et donc, les langues, elles sont où dans tout ça ? La communication langagière, en tout cas, me semble intéressante à prendre en compte, parce qu'elle est beaucoup plus large que simplement les langues en tant que telles, et prendre aussi en considération que la communication est toujours une pratique culturelle et que les situations de communication sont toujours interculturelles. Donc ça, c'est le contexte global. Maintenant, quel est le contexte en France de l'enseignement des langues ? Nous avons une formation des langues qui reste monolingue. Ce schéma, on le retrouve au niveau de l'enseignement des langues et de la formation des enseignants de langue. Toujours structuré selon ce principe de division entre natifs et non natifs. Pour les enseignants qui enseignent le français, langue de scolarisation, on va trouver des natifs. Et puis pour l'enseignement des langues étrangères, on aura cette opposition natif-non natif.
Au niveau des cursus, on a vraiment une séparation des cursus, des syllabies, une tubularité. Hein. On fait du français, langue de scolarisation, ou on fait de l'anglais, ou on fait de l'espagnol. Il y a un cloisonnement des langues dites étrangères et des langues dites maternelles de scolarisation. Il n'y a pas de didactique à intégrer, hein, malgré que la recherche depuis plus de 60 ans nous dit qu'il serait intéressant d'avoir une didactique intégrée des langues comme condition à la compréhension du langage et de la communication. Ça n'existe toujours pas. Peu de bivalence des enseignants du secondaire en France par rapport à d'autres pays européens. Et cette bivalence, elle est peu considérée, puisque c'est généralement des enseignants qui interviennent dans les lycées professionnels. Cette bivalence, on la retrouve d'une certaine façon au niveau des écoles, des professeurs des écoles, puisque là, ils sont plurivalents. Hein, mais pareillement, on peut dire que toute cette formation s'organise selon des matières cloisonnées, et particulièrement au niveau des langues. Hein. Voilà, on est prof d'anglais et on est prof de français, et c'est deux choses différentes. Un fonctionnement donc monolingue qui est prégnant et qui s'arrête aux matières langues. Les enseignants d'autres matières ne se préoccupent pas de la langue qu'ils utilisent et des langues et des répertoires langagiers de plus en plus divers de leurs apprenants. La formation en langue reste aussi, donc elle est monolingue, mais elle reste aussi monoculturelle, ce qui est un paradoxe, hein, puisque les langues, c'est aller, notamment les langues étrangères, c'est aller vers l'autre, c'est aller vers d'autres modes de pensée. Mais ça reste tout le temps monoculturel, c'est-à-dire que quand vous enseignez l'anglais en France, vous l'enseignez à la française avec des examens français, etc. Donc ça reste dans une perspective monoculturelle. La formation en langue traite toujours, malheureusement, le culturel à la marge. Hein. On travaille le linguistique, mais le culturel reste toujours à la marge. La dimension culturelle est souvent même réduite à des connaissances culturelles, qui parfois accentuent les stéréotypes et la vision nationale des cultures. Donc on reste dans une vision d'État-nation qui communique plus ou moins, et on n'est pas dans la notion des individus qui parlent. La dimension pratique de la communication interculturelle ou pluriculturelle est négligée, et ça aussi c'est un autre paradoxe, hein, compte tenu des moyens de communication actuels. Alors, penser les langues et en langue, hein, il s'agit de reconceptualiser ce curriculum des langues et en langue, c'est adopter un paradigme plurilingue et pluriculturel qui prend en compte la réalité sociolinguistique des langues. Donc là, vous avez des références au niveau des sociologues du langage et aussi au niveau de la didactique des langues, hein, énormément de... Enfin, on ne peut pas tous les citer puisque ça fait depuis plus de 50 ans, je dirais, qu'il y a tout un travail de recherche très très fort sur ces questions sociolinguistiques. Alors, penser les langues et en langue, reconceptualiser le curriculum des langues et en langue, c'est adopter un paradigme plurilingue et pluriculturel qui prend en compte cette réalité sociolinguistique. Alors, rapidement, nous avons le champ linguistique, qui est en fait quelque sorte le champ patrimonial de l'humanité, avec toutes les activités sociales qui se font en langue. Donc les grandes langues, les petites langues, les langues modines, les langues mortes, hein, les langues comme le latin. Donc ça, c'est le champ linguistique. Bien sûr, dans ce champ linguistique, vous avez, elles ne sont pas toutes égales, ces langues, hein, parce que elles ont été construites selon des rapports de force géopolitiques. Hein, donc vous avez en effet l'hyperlangue qui est l'anglais, mais vous avez toutes ces langues. Ça, c'est le champ linguistique. Dans ce champ linguistique, en fonction justement de ces hiérarchies de langues, vous allez avoir le champ linguistique de l'enseignement. C'est-à-dire que vous allez avoir des enseignements dans différents pays qui vont se faire au moyen d'une langue. Donc toutes les langues ne sont pas dans le champ linguistique de l'enseignement. Par exemple, le latin, langue morte, elle fait partie des matières encore utilisées, mais elle ne fait plus partie du champ linguistique de l'enseignement. On ne fait pas tous les enseignements en latin. Voilà, et on les fait en anglais, on les fait peut-être pas en yoruba, ou plus difficilement, ou peut-être au niveau du primaire, mais pas sur toute la chaîne. Donc on voit bien que ces notions de hiérarchie de langue géopolitiques sont tout de même importantes pour comprendre la structuration et penser ce paradigme plurilingue, pluriculturel. Donc ce champ linguistique de l'enseignement est inclus dans celui-ci le champ de l'enseignement des langues. Et là, on va avoir les langues de scolarisation, le français ici en France, et toutes les langues étrangères qui sont enseignées. Mais on voyait bien que même en France, on n'enseigne pas toutes les langues étrangères.
Le Yoruba, par exemple, vous pouvez l'avoir à l'INALCO, mais vous n'allez pas l'avoir dans l'enseignement secondaire. Donc il y a bien des effets de hiérarchisation des langues par cette configuration géopolitique. Et puis au sein de ce champ de l'enseignement des langues, on va avoir plus précisément le champ de l'enseignement des langues dites étrangères, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, l'italien. Alors, les propositions, 4 propositions que nous vous proposons, Pierre Escudé et moi-même. La proposition 1, qui a été parfaitement illustrée par mes collègues, il s'agit de l'intercompréhension. Donc, dans l'intercompréhension, c'est très simple, hein, chaque locuteur s'exprime dans la langue de son choix. Donc, l'expression selon les situations de communication devient plus précise, plus nuancée, et surtout, elle tend à diminuer les asymétries linguistiques entre locuteurs et les relations de pouvoir qui s'y jouent. Elle les diminue, hein, bien sûr, il y a toujours des rapports d'asymétrie entre les individus, mais en tout cas, l'intérêt de l'intercompréhension se joue à ce niveau-là. Selon Pierre Escudé, il faudra à peu près 50 heures pour pouvoir lire des textes de niveau B2 de langue romane. Donc c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Pour l'instant, on fait des études, et là, je vois que mes collègues sont partis là-dessus, sur la compréhension orale. Hein, donc, il y a un travail qui se met en place. Donc, ça serait la première proposition. Hein. Donc, en sachant aussi que cette intercompréhension des langues romanes, ce n'est pas uniquement les langues romanes, hein, il y a une intercompréhension pour les langues germaniques et d'autres langues. Donc, ça peut être élargi aussi à d'autres systèmes graphiques. En tout cas, pour une reconceptualisation du curriculum en langue, il faudrait donc des programmes d'intercompréhension tout au long de la vie. Ici en France, on pourrait donner la priorité aux langues romanes, et ces programmes partiraient du primaire jusqu'à l'université et à la formation continue. Deuxième proposition, les approches plurielles, hein, les travaux de Michel Candelier, du Carap, les travaux de Nathalie Auger aussi, hein, Comparons nos langues, et d'Emmanuel Le Pichon. Donc on peut dire que ces approches ont commencé à rentrer dans les programmes du primaire depuis 2016, mais on peut dire que malheureusement, ce n'est pas encore dans les formations obligatoires des futurs professeurs des écoles. Et puis, j'ai bien mis Michel Candelier et Nathalie Auger, hein, parce qu'il me semble que ces approches plurielles, il faut justement essayer de décloisonner ce qui est langue de scolarisation et autres langues, et qu'il faudrait donc pouvoir travailler, intégrer ces approches plurielles, non seulement pour la langue de scolarisation, mais en relation avec les autres langues. Donc, ces approches plurielles, elles sont, on le sait, elles permettent de valoriser toutes les langues ou répertoires langagiers des apprenants d'une classe en les considérant comme des ressources. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort dans ce type d'approche. Elles permettent de travailler toutes les compétences langagières transversales aux langues. Donc elles développent le discours, hein, et l'appropriation métalinguistique. Elles permettent également de travailler les compétences communicatives communes et différentes. Alors là, selon les cultures et le contexte d'interaction, elles développent également le métacommunicationnel. Hein, qu'est-ce qui fait que, bon, quelles que soient les langues et les cultures, on va devoir se présenter, exprimer une opinion, un désaccord, etc. Mais la langue va jouer, mais aussi la situation de communication va faire que ça va se faire très très différemment. Donc, toutes ces approches plurielles permettent de développer le métacommunicationnel, le cultural awareness et le métaculturel. Donc c'est notre deuxième proposition, hein, développer les approches plurielles, donc selon des programmes d'éveil aux langues, aux cultures tout au long de la vie. Donc la priorité serait donnée aux enseignements premiers en maternelle et au primaire, mais on pourrait également avoir des modules qui se poursuivent dans le secondaire, à l'université et en formation continue. Notre proposition 3 concerne la télé ou les collaborations interculturelles. Donc le travail méta sur les langues et les cultures est indispensable, mais il doit être rééquilibré par les modules de mise en pratique des langues et de la communication interculturelle. Donc traditionnellement, cette mise en pratique des langues s'effectuait au gré des financements par des voyages linguistiques. Hein, donc dans le prof traditionnel d'anglais faisait cours d'anglais, mettait plus ou moins en place une approche communicative, mais l'altérité véritablement se faisait au moyen de voyages linguistiques. Alors peu d'apprenants en bénéficient toujours pour des questions de financement.
Mais ils sont toujours très intéressants, ces voyages linguistiques, et ils devraient sans doute être repensés dans leur modalité en relation avec la télécollaboration, les télécollaborations interculturelles en amont, mais aussi en aval au retour de ces voyages linguistiques. Alors, qu'est-ce que la télécollaboration interculturelle ? Comme disaient nos collègues précédemment, c'est vraiment profiter, mais vraiment profiter des moyens actuels de communication. En un clic, hein, vous parlez avec un Japonais, avec quelqu'un de Madagascar, quelqu'un du Bénin. Hein, et donc, c'est utiliser ces moyens de communication pour permettre aux apprenants de travailler ensemble les langues, leurs langues, et donc d'amener virtuellement tous les apprenants en voyage linguistique, entre guillemets, pour une communication authentique avec d'autres locuteurs avec lesquels ils vont devoir communiquer, ils vont devoir trouver des ressources ensemble, planifier, négocier, pour réaliser en commun des tâches qui sont proposées, qui sont plus ou moins guidées par leurs enseignants. Donc l'enseignant d'anglais, par exemple, en France, qui va mettre en télécollaboration interculturelle ses apprenants avec des Taïwanais. Hein, et donc, voilà, donc, tout un travail. Alors, là, je m'appuie sur 2 projets européens. Le projet TILA, hein, pour les enseignants du secondaire en France. Le projet TECOLA, qui fonctionne toujours, même plus que jamais. Donc, je vous invite à aller voir ce projet pour les enseignants du secondaire en Europe, où on fait travailler les enseignants du secondaire sur ces problématiques de télécollaboration interculturelle. Donc c'est la proposition 3. Reconceptualisation du curriculum en langue nécessite des programmes de télécollaboration interculturelle tout au long de la vie et qui pourraient être, selon les financements, être couplés avec justement le travail in situ, hein, in vivo, que sont les échanges linguistiques. Donc des programmes qui peuvent intervenir, télécollaboration interculturelle, on voit ça peut intervenir dès la maternelle, jusque donc le primaire, le secondaire, l'université et aussi en formation continue. Donc concevoir un curriculum cohérent à partir d'une architecture qui allierait donc ces 3 types de programmes. Modules d'intercompréhension, des modules d'éveil aux langues et aux cultures pour le métalangagier, linguistique et culturel, et un programme de modules de télécollaboration interculturelle en relation avec les séjours. Donc, la dernière proposition, eh bien, ça concerne bien sûr la formation des enseignants de langue. Il faudrait une formation qui soit beaucoup plus intégrative des enseignants de toutes les langues et en langue. Donc, le curriculum des langues et en langue nécessite une formation à des modules communs des enseignants de langue, aussi bien de français que des langues dites étrangères, et selon la cartographie des langues possibles par le ministère de l'Éducation nationale. Et aussi par la présence des différentes langues dans la classe. Donc, un travail avec les enseignants de langue et un travail des enseignants de langue avec les enseignants en langue, c'est-à-dire les enseignants de discipline, où il y aurait des modules communs pour travailler ces questions et pour se former à ces 3 piliers, l'intercompréhension, les approches plurielles et la télécollaboration interculturelle. On peut dire tout simplement, c'est ma conclusion, qu'ici à l'ESP d'Aquitaine, Université de Bordeaux, nous avons mis en place un master bilingue anglais-français de formateurs à l'international. Et on est actuellement en train de développer un master joint avec les États-Unis pour une formation duale d'enseignants de français et d'anglais, mais vous voyez qui est non seulement bilingue, mais aussi biculturel, puisque l'idée c'est d'avoir des enseignants, enfin des étudiants américains et des étudiants français qui pourraient aussi bien enseigner l'anglais ou le français en France ou aux États-Unis. Voilà. Et nous travaillons aussi avec le Pays Basque et les écoles multilingues. Il y a tout un travail qui se fait actuellement au Pays Basque avec l'utilisation de ces écoles multilingues. Et donc nous avons des partenariats aussi bien au niveau formation qu'au niveau recherche pour justement travailler ces intégrations des cursus plurilingues de la maternelle à l'université et à la formation continue. Voilà, je suis désolée, j'ai dû vraiment speeder pour ces 20 minutes.